Voici la Bibliothèque royale de Bruxelles, une des plus importantes bibliothèques de Belgique, avec une collection de 6 millions de volumes, ouverte au public depuis 1969. C'est ici, au service des œuvres précieuses, que se trouvent une centaine de dessins, esquisses et gravures réalisés par le sculpteur Joseph Limbaud, qui peuvent être étudiés par n'importe quel étudiant sérieux. Mais dans le temps de Limbaud, ils étaient cachés de tout le monde. Pourquoi Limbaud? Parce que c'est quelqu'un qui m'a intéressé dès que j'étais à l'université et que j'avais envie de faire quelque chose sur lui. Et puis à un moment donné, dans les multiples étapes de la carrière, j'ai travaillé à un bref moment pour les monuments et sites néerlandophones. Et au moment où on voulait faire quelque chose pour le pavillon des passions humaines, qui est au parc du Cinquantenaire et qui était à ce moment-là encore fermé au public, qui était occupé à se dégrader très fort et le relief était en très mauvais état. Et le personnage de Jeff Limbaud m'a intéressé parce que c'est un personnage multiple, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un de très complexe, c'est quelqu'un qui est intéressant à suivre, dont le déroulement de la carrière est intéressant à suivre. Et de fois en fois, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à ce qu'il faisait. Et bon, je continue là-dessus et ça me passionne toujours tout autant. Ce film parle du sculpteur en partant des dessins et des œuvres sculpturales que l'artiste réalisa quand il était jeune, jusqu'aux passions humaines, son relief monumental de vastes compositions, fait de corps enchevêtrés et chapeautés par un Christ ainsi qu'une représentation de la grande faucheuse. Jeff Limbaud naquit à Anvers le 13 juillet 1852 dans une famille nombreuse. Il grandit ici, sur la Grand Place, dans une maison située à 2 pas de la fontaine du Brabo. Tous les enfants de ce modeste artisan du cuivre, subissant peut-être la mystérieuse volonté des lois de l'hérédité, ont manifesté une spéciale aptitude pour l'art. Limbaud excelle en dessin dès l'enfance et trouve, des années plus tard, le plaisir de ramener à la maison quelques centimes qu'il gagnait en vendant des dessins durant ses promenades sur la Grand Place. En plus de ce métier d'artisanat de la rue, il fréquente pendant quelque temps l'atelier d'un fabricant de proues de navires, passe ensuite chez un ébéniste et un tailleur de pierre, avant d'entamer des études à l'Académie d'Anvers en 1861. Précoce, le jeune élève suit les cours de composition historique dispensés par de Keyser ainsi que de dessin et expression de Verschaeren, tandis que les principes des proportions humaines lui sont enseignés par Dujardin et Weisset. Durant le cycle moyen, Limbaud s'oriente résolument vers l'étude de la sculpture et de l'anatomie. Il montre une remarquable aptitude technique due probablement à son expérience acquise durant son enfance chez un tailleur de pierre et ébéniste. Il obtient les meilleures mentions au cours de modelage d'après nature de Joseph Gieves, sculpteur et professeur réputé à l'Académie d'Anvers. En 1873, un an avant son départ de l'Académie, il échoue à l'épreuve finale du Prix de Rome organisé par l'Académie alors qu'il était classé premier au cours préparatoire. Les raisons de cet échec restent inconnues. Bon, il y avait des sujets à imposer et on donnait aux jeunes artistes un thème. On disait « Représentez-moi la légende de ceci ou tel fait historique ». Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que Jeff Limbaud n'avait pas une grande formation à l'époque intellectuelle et en fait il ne comprenait pas ce que était le sujet. Il ne savait pas ce que c'était. On lui a donné un sujet mythologique ou historique dont il ne savait pas ce que ça comprenait et donc il n'a pas fait de groupe tel qu'il devait l'être et bien entendu il a été refusé au Prix de Rome. Alors c'est une partie de légende. Ça mérite d'être un jour ou l'autre revu. Mais en fait, ce qui est intéressant chez Jeff Limbaud, c'est l'évolution de son style.
C'est quelqu'un qui part d'un réalisme plutôt anecdotique. Les premières œuvres, c'est des enfants qui se battent pour un quignon de pain. C'est une petite fille qui a une poussière dans l'œil que la grande sœur essuie. Tout ça, ça fait partie d'un style qui est le style de la bourgeoisie de l'époque, de la bourgeoisie, dirions-nous, à l'époque de Napoléon III. Et puis, il va évoluer, c'est-à-dire qu'il va avoir l'occasion d'aller en Italie. Là, il va découvrir à la fois l'art de la Renaissance, et ça va donner une œuvre comme le Brabo, qui est la première œuvre qui sert de pivot. Et puis, c'est un Anversois d'origine et de formation, et il va être très vite marqué aussi par l'art de Rubens. Et il va essayer, dans cette fin de siècle, de faire un amalgame, au fond, de ces courants qui sont des courants historiques, la néo-renaissance, le néo-baroque, si on peut dire, avec une formation classique, et auquel il ajoutera une pointe de symbolique. C'est pas tout à fait le symbolisme, il est juste à la limite du symbolisme, mais dans la recherche de représenter des idées, il se rapproche très fort des symbolistes, et c'est pour ça, par exemple, qu'il est pour le moment repris dans l'exposition des symbolistes qui a lieu au musée de Bruxelles actuellement. Ceci est un chef-d'œuvre et un triomphe pour le jeune artiste. Lorsqu'en 1881, Jeff Lambeau signe Le Baiser, il apporte à un thème classique une dimension nouvelle. Contrairement au parti pris usuel présentant une fusion des corps, choisi entre autres par le sculpteur Auguste Rodin, Lambeau pose les amants quasiment dos à dos et privilégie l'instant suspendu d'une danse érotique qui trouve son apogée dans un baiser encore à l'état d'ébauche. Le succès fut complet et presque étourdissant au Salon de Bruxelles, où il a été exposé pour la première fois. Il valut à l'artiste la médaille d'or et la vente de son groupe au musée d'Anvers.